Vous écoutez la préséance des Pipelettes du Concorde. Les Pipelettes du Concorde, c'est un groupe de jeunes âgés de 15 à 25 ans qui se réunissent au Concorde et qui découvrent des films en avant-première en salle dans le but de vous en partager des critiques. Cette séance, elle est un peu particulière puisqu'on y retrouve bien sûr les Pipelettes du Concorde, mais également les cinévores de La Roche-sur-Yon, qui sont l'équivalent des Pipelettes au Concorde de La Roche-sur-Yon. Et les Pipelettes et les cinévores, ils sont pas tout seuls puisqu'ils débriefent le film en question avec Arthur Sios, un journaliste critique professionnel qui a longtemps officié à Combini. Il a notamment fait le format Vidéo Club et il nous a fait le plaisir de venir nous voir et de débriefer un film avec nous dans le cadre d'un atelier passeur d'images. Le film en question, il s'appelle Les Dimanches ou Los Domingos pour son titre original. Il a été réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Alauda Ruiz de Azua. C'est son premier long métrage et dans ce film, on découvre l'histoire un peu particulière de Ainara, le personnage principal, qui annonce à sa famille qu'elle souhaite rentrer dans les ordres. Donc ça crée évidemment tout un bouleversement familial. Bonne écoute. Donc peut-être première question pour commencer à échanger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avis très contrasté, c'est-à-dire quelqu'un qui a adoré le film ou quelqu'un qui a détesté le film? J'aime bien, on va partir de là. Ou est-ce que c'est assez nuancé pour vous? Moi je suis pas assez nuancé. Nuance aussi. Ouais. Vas-y. Non, j'ai trouvé ça pas ouf, mais c'est pas pour autant que je le déteste quoi. Donc, Ok, alors est-ce que tu peux développer? Je sais pas, c'est un film sur la. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait au repas en plus avec. Je sais plus les noms, mais on en parlait en disant que c'est un film. Il y a des films qui se font voilà, sur, en Espagne sur les femmes féministes, etc., qu'on avait déjà vu en plus l'année dernière au festival du film espagnol à Nantes. Et là, c'était un peu un truc sur la religion, enfin, ça, c'était rare, moi j'ai trouvé, on avait trouvé en tout cas que ça faisait un peu moins en ce moment. Et non, mais l'approche est intéressante, etc. Il y a aussi un truc de comment. Je pense que chaque spectateur, il y a aussi la vision qu'on a sur la religion, aussi dans notre enfance, comment culturellement ça nous a. Si on avait baigné dedans depuis petit ou pas du tout. Et donc l'approche était sympa, mais bon. Ça reste un peu quand même, on va pas se mentir, cliché sur la tante un peu athée qui déteste la religion, qui est vraiment. Moi j'ai trouvé que c'était un peu, ça reste un peu un cliché, même si c'est une certaine réalité pour des gens qui sont dégoûtés de la religion, qui voient ça comme un mensonge. Mais et de l'autre côté, il n'y a pas vraiment il y a une certaine remise en question de la fille quand elle rencontre ce garçon, mais vraiment qui est légère, quoi, c'est ça que je veux dire, elle reste beaucoup embrigadée, quoi. Mais il y a un peu ce truc au moment où elle embrasse le garçon, elle se dit, ah, mais ça reste vraiment très survolé, quoi. Il n'y a pas vraiment de remise en cause. Mais je trouve ça un peu linéaire et pas vraiment, donc moyen. Est-ce que d'autres ont eu la sensation de... Moi, j'ai ressenti ça aussi un peu. Le film est assez long Oui, aussi, par rapport à ce qu'il propose. Ouais. Vous avez eu tous cette sensation-là un peu? Oui. Ouais. Non, je m'avais 1h56 finalement, je me suis dit bon, c'est quand même passé. Ouais. Je m'attendais à plus de longueur. Ouais, moi aussi. Ok. On est bien pris dans les conversations, etc. Et donc je ne vois pas le temps passer finalement. Et toutes les conversations ont du sens aussi, on n'a pas l'impression C'est qu'il comme y a bien des... écrit. Oui. Ok. Et est-ce que vous estimez, vous trouvez que la religion, c'est le thème central? Non. Non. Et non. Alors, c'est quoi les autres thèmes que vous avez pu... Pour moi, c'est la difficulté à faire des choix en fait. C'est même sur l'adolescence, sur le fait de se placer en tant qu'adolescent pour commencer à mener dans la continuité de sa vie, une fois qu'on veut commencer à devenir autonome et choisir sa voie. Ouais, ça. Moi, je dirais pas que c'est dans le choix et surtout l'adolescence, je dirais surtout les rapports familiaux à une décision. C'est-à-dire, c'est la complexité, mais une décision, genre, je pense qu'il pourrait y avoir tout un truc comme ça, en plus là, elle est jeune, mais un peu à n'importe quel âge, où d'un seul coup, quelqu'un qui fait une décision, on ne s'attend pas et qui n'est pas dans les normes, d'un seul coup, il y a tout un truc où tout part un peu en vrille. Et je trouve que c'est plus familial, surtout, je crois, en Espagne, quand même, la famille, elle est hyper importante. C'est dans les présentations, ou même eux, culturellement, la famille, c'est un gros truc. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a tout ce combinage aussi, ou quelqu'un qui va abandonner un peu la famille. Ok. Ouais. Je suis tout à fait d'accord sur ce point aussi. Enfin, pas sur le point de la famille, mais
la prise de décision, l'influence. Mais en fait, parce que j'ai l'impression que la fille, elle exprime pas vraiment son point de vue. On lui demande, et elle dit qu'elle adore, elle est en adoration totale, mais sans plus, et que ce sont les parents du coup qui prennent la décision. Il y a même le père qui dit non, de toute façon, moi je suis père, t'as rien à dire pour ma fille, t'es la tante. Enfin voilà quoi, mais ça me fait passer, comparaison incomparable en même temps. Au système éducatif français où on veut prendre une décision, en collège, on veut aller dans ce type de lycée-là, et c'est le lycée qui nous dit non, et nous on doit juste accepter. Comme ça, et on ne dit rien en fait. Voilà, ça va penser à ça. C'est le père qui choisit pour la fille, c'est la tante qui choisit pour la fille. Il y a aussi sur la prise de décision l'église qui la laisse totalement s'embrigader elle aussi par ailleurs et qui il y a trois parties en fait. Il y a le père qui est dans une espèce de réalité économique de j'ai pas de thunes, moi limite ça m'arrange qu'elle parte, comme ça je peux rembourser. La tante qui est effectivement dans le cliché de ce rejet total de la religion, et puis t'as l'église derrière. Il y a quand même un truc d'embrigadement qui se pose sérieusement, et eux ça les dérange pas du tout d'avoir une gamine de 17 ans qui est très jeune, qui est pas mature pour rentrer dans cet ordre là. Donc il y a, je pense, trois axes principaux sur cette prise de décision, même si le film, par sa narration et ses dialogues, se concentre vraiment sur les deux premiers, plus que sur le troisième. Le troisième, il est là, mais en fait, il est pas là, et c'est là où ça pose problème, c'est parce que son absence est significative. L'absence, tu veux dire, de elle ? Des figures religieuses comme manifestant le truc de potentiellement problématique. C'est-à-dire qu'on voit vite fait le père Texma, un peu séducteur, mais c'est tout. On a la mère Isabelle qui a discussion avec les parents, mais ça dure peut-être 3 minutes. Le reste de l'institution religieuse, on la voit pas beaucoup. En tout cas, on la voit pas beaucoup se poser la question de est-ce qu'on va vraiment accepter une gamine de 17 ans dans notre couvent là ? La que c'est religion, ok ? c'est pas remise en question. Ouais. Elle se remet pas en question. Et pour moi, cette non remise en question, elle raconte aussi quelque chose de la prise de décision dont on parlait. De la difficulté à prendre une décision. Quand tu es face à des gens qui te disent mais si c'est super bien, t'as 17 ans, t'es pas mature, t'es encore une adolescente, mais viens, c'est super. Pour moi, ça s'inscrit dans ce dialogue-là. En fait. Moi, je dirais même que c'est assez pernicieux dans le sens où il laisse croire qu'elle est libre de ce choix. Alors qu'en fait, il la guide. On sent qu'il y a un truc qu'elle questionne. D'ailleurs, la tante Maïté la questionne. D'ailleurs, juste parenthèse, mais on dirait Élodie Boucher, cette femme. D'où ? Non, mais est-ce que tout le monde... Vous voyez ou pas dans L'amour ouf ? Qui c'est dans L'amour ? C'est la mère de François Civil ? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, mais attends, mais c'est fou. Enfin bref, parenthèse refermée. Mais effectivement, il y a tout un truc avec les injonctions et le côté... moi, je trouve, tu vois, quand même, qu'on montre, malgré tout, ça de la religion. C'est-à-dire, on sent bien que les femmes qui sont là-dedans, et d'ailleurs, c'est pas un hasard qu'on nous montre des femmes plutôt que des hommes, c'est peut-être un des autres C'est sujets. l'adoration de Jésus aussi, c'est les femmes de Jésus, c'est comme ça, la passion pour cet homme, du coup polygame. Clairement. Ouais, il y a un truc sur le... Il y a un discours sur le... Ah non, on ne coupera pas ça du tout. Ça en garde, ce sera la couche de départ. La polygamie de Jésus. Il y a un truc sur le patriarcat quand même, de manière globale, dans le sens le plus classique du terme. Moi, je voyais vraiment au niveau, en plus en Espagne, on sait que c'est encore des pays qui sont très dans la religion, c'est très fort. Et il y a vraiment ce truc qui n'est pas remis en question depuis les générations en génération. On avait aussi en France, même si on l'a un peu perdu, mais tu vois, les traditions d'aller des cérémonies, quand tu es enfant, tu passes tous les stades. Et en fait, là, ce film, il vient interroger ce qui peut-être depuis des pratiques centaines d'années n'est pas interrogé, peut-être dans des familles. Et du coup, là, je vois la génération de 70 qui est coupée elle-même par son expérience, qui a rejeté. Et peut-être qu'on ne s'attend pas à ce que toute nos jeunes générations puissent y revenir. Et pour autant, regarde, aller dans une école religieuse, il y a quand même... en fait, c'est présent tout autour de leur environnement. Donc ça peut arriver que certains aillent plus loin que d'autres dans cet engagement. Du coup, c'est pas surprenant, je trouve, d'un regard extérieur. Mais sauf que c'est comme si ils avaient déconstruit des choses, mais en même temps, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais vous voyez, il y a des traditions qui perdurent, mais qui sont peut-être pas questionnées. Et en fait, là, du coup, ça vient les questionner. Moi, j'ai vu ça, surtout en Espagne, dans le contexte de la culture. Moi, j'ai un problème avec le point de vue du film. Déjà parce que je suis pas sûr de comprendre son point de vue, mais ça c'est un autre sujet. C'est que prendre un personnage central qui est tellement enfermé dans son emprise religieuse et dans son
en ses croyances, son amour de Jésus, que du coup elle n'exprime rien. C'est-à-dire qu'elle a quand même très peu de lignes de dialogue. Ouais. Du coup, je trouve que je passe le film à me demander, ok, j'ai compris que la réalisatrice, elle veut qu'on voit les 3 parties dont on parlait, donc la mère, la tante et l'église, qui veulent décider à la place de cette gamine. Sauf que du coup, vu qu'elle s'exprime pas, je suis pas sûr de bien la cerner. Alors, ça fait partie aussi du truc, hein. Elle est renfermée sur elle-même, donc elle se renferme dans la religion, etc. Mais je crois que je capte jamais bien ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Et du coup, moi, j'ai un peu un retrait qui se fait où, en fait, je suis passif de ouf. Parce qu'en fait, j'arrive pas à m'assimiler à elle. En fait, j'ai l'impression que moi, il y a un moment où en fait, je m'identifie à d'autres personnages, genre la tante, par exemple. Même si je la trouve caricaturale et cliché sur la fin, donc ça m'agace. Mais j'arrive pas à m'attacher à elle. Parce qu'on la rend tellement taiseuse que elle n'est pas palpable comme personnage de cinéma. Je pense que c'est un peu fait exprès. Je pense Oui, c'est sûr. elle non plus, elle comprend pas trop quel choix elle doit faire et ce qui lui arrive. Et il y avait aussi tout un truc autour de... Sa mère est morte. Et d'ailleurs, Maïté, il fait référence où du coup la religion, ça serait une sorte de substitution ou une suite qui lui permettrait de rester en contact avec sa mère en fait. Mais pareil, ça c'est jamais vraiment dit. Il y a une scène. Si, c'est dit. Quand Maïté et le père de l'actrice, enfin du personnage principal, sont devant. Mais c'est pas elle qui le dit. C'est les adultes qui le disent à sa place. Oui. Parce qu'elle, on n'est peut-être pas consciente. Il y a un moment, elle regarde la Vierge Marie au fond du couloir et en fait c'est la symbole de la maternité. Enfin, moi j'ai compris comme pour elle c'est la mère symbolique. Mais on parle de, tu vois, de une Mais c'est seconde bien sûr, en image, sans dialogue. C'est sous-entendu. Il y a un truc, et c'est sûr que c'est fait exprès. Ouais. Mais moi en tant que spectateur, il y a un moment où je suis un peu en dehors par la cause de ça. Ok, ça t'a sorti du... Moi un peu. Mais je suis peut-être le seul, hein, mais... Début, quand elle l'a regardé, en fait je savais pas si elle faisait ça par vengeance parce qu'elle avait peut-être le seum que son père se remette avec une autre femme et que l'autre femme essaie un peu de devenir de... Enfin ça se voit qu'elle voulait pas trop rentrer dans la famille, enfin le faire discrètement, etc. Mais le père qui lui dit non vas-y assieds-toi, alors qu'ils étaient pas du tout, enfin ils en avaient pas envie quoi. Mais quand elle gâche un peu le mood et qu'elle fait c'est ma mère qui m'a donné ce collier. Et du coup je me suis dit ça ressentait, enfin moi je me suis dit t'es dans la religion parce que ta mère elle est plus là. Et du coup, tu veux la retrouver à travers ce qui vous dit le plus, quoi. Et comme il n'y a pas sa présence, là, tu te dis, hop. Et d'ailleurs, Attends, tu voulais rajouter quelque chose? Mais c'était par rapport à ce que tu disais sur que tu n'arrivais pas à t'identifier sur la personnage principale. Pour moi, c'est limite pas le personnage principal. Après, c'est que ma vision, mais pour moi, la tante, elle est plus principale que la fille. Et je pense que le film, après, c'est peut-être surinterprété de ma part, mais il axerait sur le rôle d'un oncle ou d'une tante dans le cas d'un décès, parce que c'est toujours particulier après un décès d'avoir un seul parent et souvent l'oncle ou la tante vient s'immiscer et souvent ça crée plus de problèmes qu'autre chose et je pense que le film axe plus sur ça du point de vue de la religion et ce qui fait qu'en fait la religion limite c'est même pas le sujet du film. Après c'est peut-être que mon en fait, le film, je trouve, parce qu'on parle on a parlé juste avant de l'endoctrinement dans la religion, tout le monde dit c'est oui, il faut aller là-dedans, enfin tout son entourage un peu, surtout lié à la religion, il dit d'aller là-dedans. Mais en fait, c'est un peu pareil scolairement et ça passe par la tante qui dit oui, mais après ta vie, tu vas à l'université et pendant l'université, tu vas faire des fêtes et tu vas vivre ta vie. Et en fait, dans les deux cas, on parle de liberté dans une liberté qui est en fait pas tant que ça. L'université, c'est pareil. Et en fait, ils veulent forcer autant que la religion sur l'avenir du soit religieux ou dans l'université. En fait, dans tous les cas, on parle d'une liberté, mais c'est pas vraiment une liberté. Tu parles de liberté, je pense pas que sa tante, elle lui présente l'université comme une liberté, mais plutôt comme une expérience, tu vois. L'expérience de la vie qu'elle n'aura pas si elle part chez les religieuses. Oui, mais on est d'accord que dans tous les cas, c'est un peu... ils lui disent, mais t'es intelligente, faut que t'ailles à l'université. Tu sais faire ça, faut que t'ailles là. Tu vois, ils disent pas en mode, fais-le parce que toi, ça pourrait te convenir. Ils le disent parce que tu dois faire ça. Il y a une phrase que moi j'attendais de la part de la tante qu'elle n'a jamais dit, qui est « Va à l'université et au pire, si tu veux revenir après à la religion, tu y retourneras. » Ce qu'elle le dit jamais. Mais elle le sous-entend au début. Ouais, elle le sous-entend, mais au final, elle le dit pas. Donc il y a un peu ce truc de va à l'université et tu reviendras changer, t'inquiète pas, ça ira. Ouais. Elle lui laisse pas sous-entendre que ta lubie d'adolescente, peut-être qu'à 20 ans, t'auras encore envie, et au moins t'auras essayé et fine, tu peux y retourner. Elle le dit pas, et c'est là où effectivement il y a ce truc-là qui manque. Moi, il y a juste un... Vas-y, Mathis. Non, mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le personnage de la tante, c'est qu'il y a un peu un switch psychologique à partir du moment où elle a pas la confrontation, mais le discours avec les sœurs. Avec le père qui est à côté et où elle comprend très bien en fait que les sœurs vont emmener à Inara. Ainara. Ok.
chez elle et que à ce moment-là elle se met à justement avouer ce qu'elle a fait avec le gars, tout ça, et pour un petit peu vraiment que Ainara soit encore sous son contrôle à elle, quoi, parce qu'en fait elle ne vit que à travers sa fille à ce moment-là. Bah, pas sa fille, pas sa nièce, sa nièce, voilà. Absolument révélateur. Ouais. Mais oui, mais qui prend un peu pour sa fille d'ailleurs, parce qu'elle est trop bizarre cette famille, trop composée, tu sais pas qui est qui, si. Ouais. Bah, c'est vrai que moi j'ai beaucoup vu ça, le côté de. Enfin, la mère ici, mais qui était sa tante, qui essaye de projeter son image sur son enfant. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve qui était assez important parce que, comme tous les autres personnages, ils essayent de lui donner une voie que eux auraient voulu suivre ou qui pensent être la bonne. Et ils essaient pas de réfléchir par rapport à elle, mais par rapport à ce qui est pour eux bon. Et j'ai aussi l'impression que il y a des moments où tu as l'impression que personne s'écoute et tout le monde parle. Enfin, ils se parlent, mais personne ne s'écoute. Et du coup, ça fait beaucoup de disputes. Et en plus, le personnage de la tante, il est assez intéressant parce que on a l'impression qu'elle a une pression, où elle se met la pression et en même temps, elle reçoit une pression quasi constante durant le film. On a l'impression qu'elle est toujours un peu à bout de nerfs. Et ça arrive, par exemple, elle parle à un moment à sa nièce, il parle de quelque chose d'assez personnel, et il y a son mari qui arrive tout le temps en mode il est où le truc à pou, il est où? Et on se dit, mais il l'a cherché genre juste après, on voit qu'il le cherche, on se dit pourquoi il l'a pas fait avant, et qu'il lui demande, etc. Et, ou même à part de l'appartement, que je crois que financièrement c'est que à elle, ou des trucs comme ça. Et pareil, on a l'impression que c'est toujours, elle a ce truc sur elle un peu, où même elle se met toute seule la pression en fait. Ouais. Entre la tante et la nièce, l'une voit dans l'autre l'emprisonnement. Oui. Tu vois, quand elle lui dit je prierai pour toi, bah en fait c'est comme si elle disait moi je suis libre, j'ai trouvé ma liberté, et par contre regarde, c'est toi qui es emprisonné dans tes peurs et dans ton fonctionnement. Mais d'ailleurs la tante aussi elle le sent comme ça, parce que sinon elle n'aurait pas trompé son mec. C'est qu'elle va subir aussi son mariage comme un emprisonnement, elle le sait. Ouais, de fou. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le comment caractériser ce personnage principal, etc., il y a aussi, je trouve, un truc qui est intéressant, qui est, en fait, elle a besoin de quelque chose maintenant. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'être accompagnée maintenant, parce que moi, il y a une scène où je me dis, ok, alors attends, qu'est-ce qu'on veut me raconter à cette scène-là, qui est la scène, sans trop spoiler, mais bon, too late, j'ai envie de dire, où elle est dans l'église, elle vient d'enterrer sa grand-mère. Ouais. Et là, elle pleure et il se passe un truc. Il y a un switch et après elle est heureuse et elle commence. Bah elle a entendu Dieu. Et en fait, je suppose. c'est surtout aussi que c'est la première fois où on la sent s'exprimer sur sa souffrance réelle. Ouais. Elle n'est pas juste sourde, elle est présente, où elle dit viens m'aider maintenant. Et en fait, tous les gens projettent pour elle son avenir et personne ne l'aide dans l'instant T. Personne ne questionne ce qui ne va pas là maintenant. Et ce qui fait que moi c'est un peu le truc qui me rend en colère à la fin du film, où je me dis mais elle est pas du tout aidée en fait. On projette des choses, on lui projette sa vie, on lui projette ses choix, on lui fout plein d'injonctions dans les pattes, mais en fait personne n'écoute ce qu'elle dit, quoi. Enfin, c'est aussi le moment où il y avait la tante et le père qui se taisent et qui la regardent. Les deux ils la regardent et les deux ils s'expriment, ils sont un peu bloqués. C'est le seul moment où c'est le seul moment où on la voit exprimer une forte émotion en fait. Parce que c'est vrai qu'avant elle est un peu plate, c'est pas vraiment plate, mais même nous on porte moins focus sur elle. On est tellement la tante et le père sont importants qu'on va moins se focus sur elle, et d'un seul coup c'est là qu'elle prend toute son importance et toutes ses émotions elles sont là quoi. Et c'est là qu'on la comprend mieux aussi. Cette scène elle est hyper symbolique quand on y pense. Alors faut le voir, hein, c'est hyper imagé. Mais quand elle dit mon père, mon vrai père aide-moi, et son vrai père du coup est juste derrière elle. Et en fait vu que sa famille n'est pas en mesure de l'aider dans sa détresse, elle se tourne vers du coup son autre famille finalement qui est la religion. Et il y a vraiment ce décalage entre devant ce qu'elle pense qui peut l'aider et derrière ce qui est censé l'aider mais qui ne le fait pas. Avec ce que je veux dire. Oui, carrément, oui. Ouais. Du coup, j'ai l'impression que quand elle a choisi vraiment sa religion, sa famille religieuse, elle est détachée, même émotionnellement, de sa vraie famille. Enfin, sa famille biologique. En fait, il y a un choix à faire, quoi. Ça peut pas être des deux côtés. Et c'était le déclic parce que avant, on voyait le personnage où elle allait dans l'école religieuse et que au final, elle n'avait pas cet aspect religieux, de croyance, de parler à Dieu. Alors que là, dès l'enterrement de sa grand-mère, on
voit la scène où qu'elle se reconnecte avec la religion et du coup vraiment elle est vraiment en contact avec Dieu et c'est à ce moment-là où elle prend conscience que Moi, je trouve ça fou que ce soit un moment autant de détresse que de connexion. Je trouve que ça dit tout, en fait. Ouais. Bon, après, là, j'engage mon avis personnel sur la religion, mais c'est fou, en fait, qu'elle pleure et qu'elle rit en même temps, et où tu te dis, mais... En fait, les gens se connectent, ils disent le mot, ils disent le mot secte, tu vois. On sait tous que la question d'une secte, souvent quand ils rentrent dedans, c'est que tu as une faiblesse qui permet à des gens de t'influencer pour y venir. Et je pense que c'est un des sujets, et c'est ce que cristallise cette scène aussi, à mon sens, quoi. Ça, plus, manifester aussi via l'attente, parce que c'est l'attente qui dit, une fois avant, je crois, je sais plus comment, mais que la mère est un peu folle, ce qui ne peut tout et rien dire. Et on voit bien que la tante, elle est désespérée de voir cette gamine qui pleure puis rigole en se disant merde, en fait, peut-être que c'était héréditaire, en fait. Et peut-être que ce besoin de religion, en fait, c'est juste la manifestation de la maladie qu'avait la mère, entre guillemets. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Là, j'extrapole un peu, mais moi, j'ai vraiment ressenti comme ça en me disant, elle est un peu désespérée en disant, ah merde, en fait, peut-être aussi que la fille, elle est folle. Elle est morte de quoi la mère? On sait pas, mais on sait qu'elle avait un problème psy. Ok, ah oui, c'est mentionné à un moment. Ouais, à un moment, c'est mentionné. Pareil. C'est mentionné qu'elle. Je me souviens qu'à un moment, ils disent qu'elle était folle. Ce qui veut rien dire en 2025 par ailleurs, mais qui symbolise bien quelque chose de ce qu'est la peur qu'il projette sur la gamine en disant mais est-ce que c'est pas qu'elle reproduit le schéma de la mère? Oui, et ça je l'avais ressenti. Je sais pas si à la fin ils se disent ça, mais j'ai plus l'impression qu'ils se disent ok, il y a un truc qui. Enfin, oui, ils revoient la mère et ce qu'ils appellent la fille de la mère Mais en même temps, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'aide. Et pareil, à chaque fois qu'elle présentait son choix, il y avait des débats qui ne la concernaient même pas. À table, les moments de dispute ou tout ça, tu avais l'impression qu'ils ne la prenaient pas en considération et c'était juste eux, leur façon de voir la vie. Et après, je sais pas, j'avais l'impression que jamais ils écoutaient leur fille. Ouais, mais t'as raison. Vous trouvez pas que. Moi j'ai un petit souci sur l'écriture de la tante que je trouve vraiment logique au début. Et qui, plus le film avance, plus devient un peu la caricature de l'anticléricalisme de... on spoil, on s'en fiche, mais genre cet acte final de la déshérité, je trouve qu'il tombe un peu de nulle part. Ouais. Parce qu'il y a la colère avec son frère par rapport à l'héritage, ok, d'accord. Mais elle, elle a déshérité comme ça, déshérité c'est hyper fort symboliquement comme geste. Moi aussi, j'ai pas compris. Je me suis Je trouve dit, ça très... c'est peut-être, elle voit vraiment la religion comme une secte, quelque chose que potentiellement dangereux, et elle s'est peut-être dit... Il y a un moment, elle dit à son fils, fais attention au curé. Alors moi, Ouais, si ça, elle a une telle colère, un tel rejet, peut-être qu'il y a des choses C'est jamais qu'elle dit, ne veut pas je suis d'accord. cautionner. Mais je trouvais que c'était très radical et déjà la colère dans le couloir là qui est une colère au départ sur tu t'es foutu de ma gueule sur l'héritage, qui est une colère ultra saine on peut le dire parce qu'elle se fait vraiment arnaquer par son frère, à une colère qui devient une espèce de reflet de par rapport à Inara qui part, etc. Tu te dis oula, là c'est en train de virer sur autre chose. Ouais. Et après juste après elle déshérite et tu te dis mais C'est radicalisé. ouais, En fait, elle devient hyper extrême. C'est vraiment un personnage qui devient de plus en plus extrême. Ouais, mais c'est au fur et à mesure que la relation dont a peur Maïté, la relation qu'a le personnage principal avec la religion augmente aussi. Oui, et alors prend en intensité. c'est clair. oui, mais je trouve que Elle c'est est pas pas proportionnel au même moment. Mm. Je trouve que elle pète un plomb à la toute fin, alors qu'on voit l'évolution d'Ainara tout au long. Et je trouve que du coup, ce pétage au plomb final, il me semble un peu trop. J'avoue que le pétage de plomb, d'un seul coup, c'est paf comme ça et ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Par contre, je comprends pourquoi, par le coup de l'émotion, elle dit à Inara. Mais la religion il te mente, etc. Il y a une part ça, de oui, patience. Le moment où elle s'exprime Non, en ça, bien colère, sûr. tout le couloir, je trouvais que sa colère était tellement légitime et un peu vraie. Mais ensuite, c'est un peu comme s'il voulait raconter. C'est une réalisatrice quand même. La réalisatrice, elle avait une idée, mais il manque un plan. Un plan qui explique. Une séquence, il manque une séquence. Et puis c'est une facilité un peu scénaristique, c'est vrai. Que de clôturer un arc relationnel, c'est une manière de dire elle coupe les ponts. Sauf que du coup, pendant tout le film, tu sens quand même que. Moi je suis d'accord pour dire qu'elle est cliché, mais pas complètement, dans le sens où
je trouve qu'elle a une espèce de nuance, ou en tout cas au début, elle essaye par une démarche compréhensive, parce qu'elle comprend qu'il n'y a pas de dialogue dans cette famille et que le père, bon, on pourra en parler, mais c'est quand même une cata, hein. Et que du coup, elle essaye de pallier à ça, d'où la place qu'elle prend, et tu te dis, bah, elle comprend la complexité de sa nièce, et à l'âge qu'elle a, il y a aussi un truc sur les générations, à l'âge qu'elle a, tu te dis, elle ne peut pas couper les ponts. Elle a une relation maternelle qui te laisse penser que quoi qu'il arrive, elle reconnectera avec elle à un moment ou un autre, et que Et du coup, du coup, cet acte-là est très radical. oui, voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, elle aurait pu dire, enfin, tu peux manifester cette volonté de rupture autrement que par un truc qui est, alors, il l'est pas exactement, mais un peu irréconciliable. Enfin, Oui, oui, bien c'est sûr. définitif quand même. C'est comme si t'enlevais la famille. Vas-y. Mais moi, je te rejoins sur ta vision par rapport à la danse, que après, c'est toujours dans ma logique de, pour moi, il y a la religion, c'est pas trop le sujet, que en fait, son acte final, bon, ça, il est un peu excessif, mais il serait en image de sa non-réussite à avoir pallié au manque de sa mère. Et étant donné qu'elle n'est pas du tout aidée par son frère, du coup, le père de je sais plus comment il s'appelle, du personnage principal, et bien, étant donné qu'elle considère qu'elle a totalement raté, ce que bah, finalement elle va dans un truc qu'elle considère comme sectaire, bah, elle rompt tous les liens. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est pas dans le sens pour se protéger au cas où il lui arriverait quelque chose, qu'elle déshérite et qu'elle ne donne pas le droit de garde sur son fils. Pour moi, c'est vraiment juste un ressenti de son échec en fait. Et elle va jusqu'au bout et elle rompt tous les liens, puis après elle tourne la page. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Comment vous avez compris la toute dernière scène où on la voit justement regarder de loin son fils et son mari, Qui est son emprisonnement. Et où elle hésite à y et retourner. du coup, et ça se termine sur cette... Ça se termine sur est-ce qu'elle va retourner à sa secte à elle, à savoir sa famille ou pas, quoi. Enfin, moi j'ai senti comme ça, mais. Moi je pense que c'est pour annoncer le 2, hein, avec l'origin story de la méchante. Le reboot. Ouais, après elle pète un plomb complètement, elle devient contre l'église. Elle brûle les églises. Ça devient un film d'horreur. Ouais, c'est Mais en fait, c'est un peu cette peur de taper une table. Vas-y. C'est moi. Ouais. Mais après, moi, je voyais un peu comme... parce que je voyais un peu comme la réalité. Parfois, il y a une personne qu'on aime, qu'on a l'impression de devoir sauver. Enfin, on se donne la mission de sauver une personne, alors que parfois, déjà, la personne ne veut pas être sauvée tout simplement, et on ne peut pas la sauver. On n'a pas les épaules pour, le bagage pour, assez de recul pour, parce qu'on est complètement biaisé, et notre objectif premier, c'est de la protéger. Enfin, voilà quoi, et on voit le mal partout à cause de tout ça. Enfin, c'est très compliqué. Et j'avais un peu l'impression que la fin c'était bon, bah ok, c'était un échec entre guillemets parce que j'ai pas réussi à l'aider. Donc je mets fin à cette relation qui était aussi toxique pour moi puisque ça m'impactait énormément alors qu'au final c'était pas elle, la fille, qui devait prendre la décision. Et je vais retourner à mes affaires à moi et je vais m'occuper de ma famille tout simplement. Et j'ai l'impression qu'il y avait un début de reconnexion avec son mari puisque, en dehors du fait qu'elle a littéralement trompé et qu'elle vient en mode chill, mais quand elle est posée et que elle est vraiment dans le mal et qu'il vient pour se poser avec elle et qu'il lui caresse la jambe et elle met sa main sur la sienne, j'ai l'impression qu'il y a un début de reconnexion. Enfin donc voilà, pour moi c'était... je pensais qu'elle allait suicider, j'avais peur au niveau des voitures qui passaient. Enfin je me suis dit qu'est-ce qu'elle va faire. Le premier pour moi, elle allait vraiment se... la boum, aïe aïe aïe, mais bref. Et, mais du coup voilà, pour moi c'est... je me concentre sur ma famille et je fais en sorte que ce soit un environnement sain quoi. Alors je suis d'accord sur la scène où ils sont au bord du lit et qu'ils touchent la cuisse, mais le regard final pour moi il m'indique pas ça. Ah ouais. Pour moi le regard final c'est vraiment le regard du doute. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment le regard de est-ce que vraiment j'y retourne là ou pas. C'est un peu un théâtre où j'ai réussi à quitter quelque chose qui était toxique auparavant parce que la famille elle était un peu toxique. Enfin, des indications que c'était pas sain, elle, entre la famille et tout ça, enfin, bien qu'avec l'héritage. Donc, t'as l'impression qu'elle quitte ce truc qu'elle considérait toxique et elle revient et elle se dit, je vais un peu en mode, je suis libre là. Et en fait, je sais ce que je suis vraiment non. libre. Et en fait, il y a ce truc de, je les aime, mais c'est pas la vie qui me convient. Moi, vraiment, et je trouve que tout le film parle aussi un peu d'une sensation d'être libre ou pas. Oui. Oui. Complètement. Mais d'ailleurs, aussi au tout début du film, le père qui vient pas le soir ou qui arrive en retard et qui laisse un mec aussi que s'occuper de ses sœurs, je trouve qu'il a aussi une bonne introduction sur un peu qu'est-ce qui va se passer, le fait qu'on la laisse un peu seule à s'occuper de tout ça. Mais il y a un vrai commentaire sur tout ça, sur le rôle des femmes dans la famille,
il y a plein de choses. Je trouve que c'est presque une des parties les plus subtiles en fait du film. Ou non, j'en sais rien, mais il y a plein de trucs où je me suis dit, ah, ça c'est intéressant quand même, quand ils viennent dans la cuisine et que ils sont en train de s'engueuler et que lui il cherche un truc et elle lui dit, bah en fait c'est le placard à droite en haut, tu vois. Genre sous-entendu, il a jamais mis un pied dans la cuisine, il a toujours été servi par toutes les nanas de sa famille. T'as ça, t'as le truc du shampoing, tu vois. Elle sait où est rangé le shampoing, il sait pas où c'est, il est pas capable de chercher tout seul, tu vois. C'est chiant, tu vois. Va chercher le shampoing tout seul, tu l'as trouvé tout seul. Je trouve ça tellement bien écrit et je me dis, il y a vraiment un commentaire sur ça, sur la question des hommes et des femmes et de la projection, enfin tu vois, de la manière aussi, de l'horizon de projection des uns et des autres. Où en fait lui il fait n'importe quoi avec sa vie et personne ne lui dit rien et que tu sens que si une femme fait ses propres choix et qu'elle part dans une direction qui n'est pas donnée pour elle, bah tout de suite elle va être prise quoi. Les injonctions elles sont pas les mêmes, elles sont différenciées. C'est même pour tout ce qui est aussi pour la meuf qui se portait garante, etc. Et c'est un peu en mode j'allais pas l'abandonner, et t'as dit oui, et en mode j'ai dit oui mais j'étais contrainte un peu de dire oui aussi, donc un peu en mode fallait tout faire pour lui et pour lui c'est pas problématique en fait, enfin pour le père. Et je trouve que oui c'est vrai que des fois il y a des injonctions un peu à ça tout le temps, tout le long du film où des fois tu dis même au niveau de la religion tout le temps, et ça j'ai bien aimé, et parce que c'est pas clairement dit, c'était pas écrit avec un gros panneau regardez là c'est du sexisme ou du patriarcat, c'était bien un peu mis comme ça naturellement. Le père il est quand même gratiné hein. Oui. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on se questionne sur si la mère avait été là, est-ce qu'elle aurait été aussi plus engagée pour justement soutenir sa fille, la comprendre et tout. Et on se dit, tiens, il y a une nouvelle femme qui arrive dans la vie du père, elle est presque majeure, sa fille, donc c'est vrai que c'est sous-entendu aussi que peut-être que bon, bah, c'est bon pour elle. Voilà, je me concentre sur les deux plus jeunes et puis je la laisse. Je crois que la scène qui m'a le plus, j'allais dire bouleversé, peut-être pas, mais qui m'a le plus touché, c'est le plan serré sur les yeux d'Ainara quand il discute avec le père Tekshma, je crois, et qui lui dit non mais du coup faudrait qu'elle parte, ouais, ça coûte combien? C'est gratuit. Et le regard à elle, il évolue. Elle passe d'un truc un peu, elle est détendue, elle écoute les questions, d'un seul coup on voit une espèce de mouvement de sourcil très léger, mais qui traduit la déception. Ça là, ça m'a... Ouais, ça je suis d'accord. Pour moi, c'est une question d'argent en fait. Ouais, c'est ça. Mais même par rapport aux sœurs, en fait, c'est qu'à un moment, moi je trouve que la fonction du personnage de la nouvelle compagne du père, c'est de dire, bah c'est bon, il y a un mode de garde pour les deux petites. Ouais, c'est ça, c'est bon, c'est elle qui va lui donner les manteaux quand on sort de l'église, quoi. C'est horrible. Enfin, franchement, moi je trouve ça terrible. Et puis quand elle part, en fait, il y a un petit nouveau qui arrive, un petit nouveau-né, donc tu comprends aussi que c'est en plus il est en habit bleu. Quand la grande est partie... En plus il est en habit bleu, donc c'est probablement un garçon. C'est vraiment le truc de... Ça y est, il est enfin... Il est enfin l'héritier. Ouais, il est enfin l'héritier. Est-ce qu'il y a des scènes, parce que toi Arthur tu parlais de cette scène-là, que j'ai bien aimé moi aussi. Parce que ce personnage est taiseux et qu'elle traduit peu d'émotions, je trouve que c'était un des rares moments où on décelait quelque chose d'honnête, où elle fait pas semblant, ou... Parce que même avec Mickaël, elle est chelou, on sait pas bien ce qu'elle ressent, enfin tu vois, il y a un truc un peu... Là je trouve que c'était un des rares moments de vraie sincérité, qu'elle a bien su capter la réal de... Comme quoi il faut pas grand-chose pour comprendre les sentiments d'un personnage taiseux. C'est vrai. Moi, elle m'a un peu fait rire aussi cette scène parce que je trouve que le père là, le jeune là avec qui elle parle, c'est vraiment, c'est l'archétype du mec un peu pas trop mal, tu vois, un peu jeunot, tu vois, enfin l'outil religieux par excellence envers les jeunes. Voilà. Et je trouve que ça. Il est beau. Hein. Oui, voilà. Il est beau. Mais tu vois, je trouve ça fou d'amener ça. Tu vois, c'est pas dit exactement, mais quand tu le vois. Moi, je me suis posé la question à un moment de est-ce qu'il ne va pas nous faire un truc chelou où elle est un peu amoureuse du père Texma ou parce qu'en plus, il y a la discussion avec les copines là où qui a pas fait des rêves érotiques sur lui. J'avais peur que ça aille sur ce terrain-là aussi. Non. Ça aurait été trop beau, je pense. D'ailleurs, par rapport à ça, Mickaël, c'est hyper intéressant aussi parce que on a le truc de se dire c'est elle qui choisit ou pas, et en fait pas du tout, il y a sa pote qui est derrière, il y a sa tante aussi qui est en mode mais il faut que t'ailles le voir et tout, donc il y a tout ce truc aussi un peu faut une relation un peu, enfin
Et Faut un mec pour la faut sauver un aussi mec, un peu. Et la religion. Ouais, et puis même sa pote qui force un peu en mode. Enfin, malgré le fait qu'au tout début il a embrassé une meuf un peu après qui veut dire qu'il aime pas trop, enfin qu'il s'en fout un peu. Et je trouvais aussi un peu. T'as l'impression que c'était tout autour d'elle qui forçait à ce que les deux se mettent ensemble. Et Après, il y a quand même quelque chose entre eux, je trouve. oui, Enfin, bon. Elle le regarde quand même avec un. Enfin, Ah ouais, si. moi, j'y crois qu'elle a du désir pour lui. Mais... Ah ouais, bah quand ils sont à la chorale là et qu'ils se regardent, je trouve ça mignon. Ouais, mais je trouve que lui, du coup, il est un peu plus en mode balèze. Ah bon? Bah, vu qu'il va voir ailleurs et tout ça, pour moi, il est. Ouais, il est bien quand même. Ouais. Non, mais Oui, il aime bien. Il la traque un peu quand même. Ouais, il va la voir. Il la suit, hein, il la suit du regard. Ouais, mais Qu'est-ce bon. que tu Quand fais elle dans dit le au revoir- jardin? Quand elle dit au revoir à tout le monde et qu'elle lui fait le même au revoir qu'aux autres, on voit bien qu'il fait la gueule. Hein. ouais. Mais ça, c'est vrai. Puis il y a quand même une scène où on revient à lui à la fin, où il regarde la place qu'elle occupait Ouais. dans la chorale et il est un peu. Ouais, mais je veux dire, c'est plus elle, genre lui, c'est possible qu'il ait des vrais trucs, mais en même temps, elle, c'est un peu, on va la mettre de côté, même si elle est contente, il y a tout ce truc aussi un peu en mode. Moi j'aimais bien, je trouvais que c'était assez mignon ce qu'il Ah qu'il ouais, avait, moi je trouve que les scènes. mais je trouvais qu'il y avait quand même un peu ce truc de faut qu'ils soient ensemble pour contrer ça, quoi. Je pense qu'elle Ah, se mais c'est retire sûr. justement d'avoir du désir pour lui parce qu'elle sait qu'elle se rapproche de la religion et tout ça. Moi je ressens vraiment en fait de la. Comment on peut dire ça, une sorte de pudeur en fait justement qu'elle a avec son rapprochement à la religion et en fait je pense qu'elle se contient sur cette relation. C'est de chasteté, elle a compris que. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas un C'est dernier qu'à doute? moitié, mais ouais, un C'est dernier truc. c'est un doute qu'elle a envie de lever en fait aussi. Et je pense que c'est une question légitime de qu'est-ce que je loupe en fait, qu'est-ce que je vais louper. Et Ouais. donc je pense qu'elle le voit aussi, peut-être elle le projette aussi un peu comme ça. Oui, sûrement, ouais. Le personnage de Mickey, enfin je pense. Et est-ce qu'il y a des scènes qui vous ont marqué? Peut-être là-bas où on vous entend moins. Est-ce qu'il y a des choses, des scènes, des moments? Parce que souvent quand on voit un film, ce qui nous en reste, c'est que parfois quelques moments, et toi tu parlais de la fameuse scène et tout. Est-ce que vous, il y a des moments qui vous ont un peu... où vous vous êtes dit ça, c'est chouette, ou pas du tout, ou des moments qui... Je dirais toutes les scènes en fait où il y a les interactions avec la grand-mère. Ah ouais. En fait, j'en ai pas une précise en tête, mais même au tout début, quand Ainara elle rentre chez elle, avec sa grand-mère qui est là, et à chaque fois c'est une présence rassurante, même quand le repas du soir en prise, quand on l'a surpris avec le garçon dans la chambre, enfin, la grand-mère est toujours source d'apaisement et j'ai l'impression que quand elle décède, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé au final, mais la grand-mère, j'ai l'impression que c'est la seule personne dans la famille qui tente vraiment d'écouter Ainara en fait. Et c'est fou parce qu'il y a un peu ce truc qu'on pourrait se dire de rupture aussi, de gap générationnel où là justement elle a un certain âge et donc peut-être qu'elle pourrait être aussi plus apte à être enfermée dans des schémas peut-être religieux aussi, voilà, antérieurs, et en fait mais pas du tout, et alors, j'ai l'impression que c'est la plus apaisante en fait. C'est la seule qui lui dit qu'elle va lui manquer. C'est vrai. Justement, ça mort, parce que c'est bien elle qui Parce qu'à un moment j'ai eu un doute. Mais ils ont dit Marie et j'étais en mode Mais oui, je comprenais pas, ils ont dit Maria, du coup la meuf s'appelait Lila. Bref, sa mort, du coup, marque vraiment une rupture en fait dans le scénario. Et c'est un moment où on voit que tous les personnages commencent à vraiment changer et se transformer. Mais c'est un... Pardon, vas-y. C'est un peu ça qui tenait la famille. Ouais, du coup, c'est peut-être elle du coup qui tient elle. Et c'est pour ça qu'après, elle se fait séduire par. Mais la même religion. au-delà de ça, sa mort, ça amène à le problème d'héritage, donc la séparation entre le frère et la sœur, et le départ d'Ainara, et le fait que le daron il refait sa vie avec une autre meuf à qui il a un enfant. Il n'avait pas d'enfant avant avec elle. Donc c'est vraiment le point de rupture chez tout le monde, quoi. Ouais, c'était un peu La grand-mère, c'était le pilier, quoi. Celle qui permettait de maintenir l'ordre à peu près dans la famille, quoi. Et du coup, Ouais, mais après, c'est souvent ça, quand on a un grand-père ou une grand-mère. Quand il y a un parent qui est encore là, oui, grand-père ou grand-mère. Enfin, je veux dire, mais l'inverse, genre, c'est les grands-parents qui sont les premiers. Oui, mais je veux dire, des fois, quand on va rester dans une situation familiale parce qu'il y a encore
le parent, etc., en disant non, je vais pas les décevoir, ou des trucs comme ça. Et le moment où cette personne meurt, ça cache Libère. tout, parce que oui, ça libère aussi de ce lien. Je suis pas... De façon de dire la chose. Oui, mais en fait, j'ai l'impression que c'est aussi le moment de libération, de se dire, mais en fait, tu peux obliger de. Il n'y a plus d'obligation d'une certaine façon. Ouais, c'est un liant aussi. C'est aussi autour généralement des aînés que tu te retrouves en famille. Que quand ils disparaissent, t'assumes peut-être plus de moins d'avoir envie de voir l'un ou l'autre en fait. Ça, c'est un vrai truc. Je pense que c'est un peu universel. Mais... Il y a d'autres scènes ou pas? Je reprends ta question, pardon. Tout à fait. Ouais. La petite, un peu le vice de l'église, où la tante elle a l'air un peu complotiste sur les bords avec les dimensions que ça prend psychologiquement pour protéger la... je vais pas dire son nom, je vais parler ça, la fille, enfin voilà quoi, pour la protéger, mais où elle n'a pas complètement tort par rapport à l'église, par rapport au fait qu'elle est vulnérable et du coup elle est très influençable, parce que au final, quand elle avait dormi avec le gars, comment son instituteur ou je sais pas quoi, son espèce de référent un peu spirituel, il lui disait... mais du coup, tu penses que c'est bien, tu penses pas que Dieu a voulu faire parvenir un message à travers ce gars, enfin voilà, un peu... C'était glauque ce dialogue. Ouais. Donc voilà, et encore, ça recommence avec pas la grand-mère, mais Isabelle, je crois qu'elle s'appelle comme ça, mère Isabelle, qui lui dit quoi? Qui lui dit, non mais ta tante m'a dit que... En fait, non mais c'est juste, tout le monde prend un vice un peu. Déjà le père avec son histoire d'argent là, ensuite la tante qui exprès pour qu'elle reste auprès d'elle va littéralement la balancer comme ça mais de nulle part alors que c'est pas sa vie, enfin t'étais contente donc t'en fais exprès pour que ça réagisse mal de l'autre côté et pour qu'il la mette à la porte, enfin c'est fou quoi, sachant que ça a mis fin un peu à la relation, c'est une trahison déjà moi je trouve. Et ensuite, mère Isabelle qui lui dit quoi aussi, ta tante m'a dit que nanana, ça m'a déçu que tu ne m'en parles pas, tu sais que tu peux me dire, son regard il voulait dire tu n'as pas le choix en fait. Et elle aussi elle était même pas en capacité de répondre, quand on est certain, on répond directement, mais le doute qui s'est installé, on comprend qu'elle est peut-être un peu sous pression quoi. Voilà, c'est sûr. Des petites crises aussi quand il commençait à chanter, avec des petits tremblements comme ça que j'avais pas forcément compris. Mais moi je trouve qu'il y a quand même... c'est un peu vicieux. On peut pas lui dire de pas venir, Dieu va parler à travers son corps, elle fait ce qu'elle veut, mais en même temps, tu juges pas le pour et le contre, en fait, c'est juste pour à toi, il reste, on s'en fout, donc on va pas lui en parler pour pas qu'elle change la vie, tout simplement. Enfin, il y avait du vice partout. Ouais, je suis d'accord. Mais là-dedans, je reviens à mon point de départ, je suis désolé, mais le stoïcisme d'Ainara, moi, il me laisse perplexe. À partir du moment où elle capte que la tante à Poucave, qu'elle a couché avec un mec, ce qui est même pas vrai, et qu'elle essaye pas de rétablir la vérité, et qu'elle l'accepte, et en fait, si elle a rétabli la vérité avec Isabelle, mais genre, elle va pas confronter sa tante, elle va, ce stoïcisme-là, moi, je comprends pas qu'elle subisse autant, et c'est vraiment le cliché de la figure religieuse qui se flagelle, et il faut accepter, il ne faut rien dire, et en fait, je suis là genre, Est-ce qu'elle avait la place de dire quelque chose? Est-ce qu'à ce moment-là, à ce repas-là, elle pouvait dire quelque chose? L'engueulade dans le couloir, quand sa tante lui dit mais est-ce que c'est ça que tu veux, elle aurait totalement pu lui dire en fait à partir du moment où tu m'as Poucave. Ce moment-là, je suis d'accord. Par contre, à table, le moment où tout le monde est un peu en mode elle a couché avec un mec, etc. Moi, je vois plus aussi le moment où en fait elle n'a pas la place de dire quelque chose. Un peu on l'a jamais écoutée, on va jamais la croire. On parle d'elle, elle est là, on parle d'elle comme si elle était pas là. On parle d'elle, en fait, et en fait, dans tous les cas, quand on lui parle pas pour savoir comment elle se sent, c'est pour se sentir mieux, ou genre trouver une raison d'être contre ce qu'elle veut choisir. Et à table, c'est ça, ils débattent comme si elle n'était pas là, ils s'engueulent, le père l'engueule, mais à aucun moment il va essayer d'écouter en fait. Et elle n'a jamais la place de parler, elle n'a jamais la place d'être écoutée. Tout le monde parle d'elle sans que jamais elle dise rien. C'est pour ça que je la vois aussi stoïque dans tout le film, parce que jamais elle est écoutée par qui que ce soit, et jamais on lui... Mais t'as pas envie de l'attraper, de la secouer, de dire mais impose-toi ma pauvre... Mais oui, mais justement c'est ça qui fait que je trouve qu'elle est intéressante. Elle doit s'occuper de ses sœurs parce que son père vient jamais, il y a toute la pression qu'on lui met, elle sait pas ce qu'elle veut, elle a besoin d'aide et personne ne l'aide. Et du coup, elle finit par juste se taire et avoir du mal à s'exprimer et à être libre. D'où le fait qu'on veut lui imposer une liberté. Et c'est ça aussi qui fait qu'à la fin, quand elle pleure en train de prier parce que sa grand-mère vient de mourir, c'est aussi ça, c'est le moment où en fait c'est là où elle s'exprime parce qu'on lui a jamais laissé la place
Et en fait, la religion, c'est le seul moment où elle a trouvé sa place pour s'exprimer. Et puis enfin, on parlait aussi tout à l'heure du fait que c'était un univers familial où ça se bagarre, ça s'envoie des joutes à la tronche, etc. Il y a quand même toute une partie du film où on nous montre comment ça se passe chez les sœurs, et ça a l'air chiant. Enfin, ça parle pas. Ça parle pas. C'est silence. Il parle même du vœu de silence qui est quand même intéressant en contradiction avec cette famille. Tu vois, Je sais pas comment vous l'avez senti, mais moi j'ai pas trouvé qu'elle était hyper heureuse là-bas. En vrai, sur son visage, il n'y avait pas d'expression, etc. Mais je dirais même que c'est comme si elle réalisait que c'est pas vraiment ce qu'elle veut, mais en même temps chez elle c'est pas mieux. Donc en fait c'est peut-être mieux de rester avec les religieuses, mais on se fait chier quoi. Donc on fait quoi? J'ai l'impression qu'elle voyait ça comme. Qu'elle a trouvé ça comme un lieu sécure et une espèce de truc où t'as pas toute la responsabilité du monde, de la vie, tu vois des choix en fait. Voilà, tu t'en remets toute la journée, c'est plié. 6 heures tu te lèves, prière, clac clac. Et il y a ce truc de déresponsabilisation peut-être qu'elle avait beaucoup sur ses épaules. Et elle s'est dit au moins là je suis tranquille. J'ai pu m'occuper de mes sœurs. Et de chercher de l'amour quelque part aussi, parce que en fait c'est surtout ça. En fait, elle est pas aimée cette fille en fait par ses parents. En fait, pas mal aimée. Bah ouais, elle est très très mal aimée. Tout le monde lui dit constamment ce qu'elle doit faire et elle dit jamais rien. On lui demande jamais son avis à cette fille. En fait, on sait même pas. En fait, tout ce qu'elle se dit, c'est que j'ai envie d'être religieuse, mais en fait, c'est un gros appel à l'aide. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. J'ai pas ressenti un besoin ou une sorte de passion ou un intéressement. C'est vraiment juste un appel à l'aide. Et justement, on le voit dans cette scène où elle pleure en sanglots au décès de sa grand-mère. On la voit comme un objet en fait. Ouais, clairement, c'est ça. Ouais. T'es intelligent, tu peux faire de grandes choses, t'enfermes pas chez les religieuses. Et de l'autre côté, chez les religieuses, t'es intelligente, reste avec nous, gâche pas ta. Enfin, viens avec nous, t'es un atout pour. Enfin, t'es pas un atout pour nous, mais ta place est ici. Enfin, je vais expliquer. Mais l'échange entre Maïté et il y a une espèce de confrontation là avec la sœur Isabelle. Ouais, c'est sûr. Et plutôt chouette celui-là. C'est un peu ma scène je pense, mais ouais toi aussi. Mais justement dans cette scène, moi je trouve que ça montre toute l'inaction du père. Enfin en fait j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout père. Parce que c'est la tante qui fait tout. Enfin elle fait tout jusqu'au bout. En fait lui il a juste conduit. Il sert à rien je trouve. Et en même temps, ça soulève un vrai dilemme moral qui, je pense, la question qui m'intéresse le plus dans le film, est-ce qu'il vaut mieux laisser l'être que l'on aime partir, s'enfermer dans un endroit qu'on déteste, ou lui faire mal pour l'empêcher d'y accéder? En gros, est-ce que je la laisse aller vers là où je veux pas, ou est-ce que je l'empêche quitte à la faire souffrir? Et je trouve que ce dilemme moral-là qu'a la tante, parce que le père, clairement, lui, il s'en fout. Je trouve que ce dilemme-là, c'est peut-être le plus intéressant. Ouais, complètement. Parce que c'est vraiment... D'ailleurs, ça la déchire pas tant, parce qu'elle décide vraiment très rapidement de dire à la mère Isabelle qu'elle a couché Inara, mais ça amène à cette question-là de est-ce qu'on laisse les gens qu'on aime partir, ou est-ce qu'on préfère leur faire du mal pour qu'ils restent? Je trouve que c'est un dilemme qui est intéressant. Ouais, complètement. Ouais. Bah, puis il y a toute cette question d'où se place, où est-ce que se situe l'ego aussi là-dedans. Parce que je pense qu'il y a une part de l'attente, quelqu'un disait tout à l'heure, c'est aussi un aveu d'échec que de déshériter. C'est de faire un truc aussi tranché, et en fait c'est que elle n'arrive pas à accepter qu'elle ait jamais réussi à lui faire changer d'avis. Et donc il y a une part d'ego, je sais pas, c'est peut-être un truc que j'avance, mais une part d'ego en fait là-dedans, j'ai mal aimé une d'ego personne, ou de projection aussi, moi si j'étais à ta place j'aurais pas fait ça, et peut-être tu comprends que peut-être qu'elle n'a pas fait beaucoup d'études non plus, peut-être qu'elle s'est mis avec ce mec un peu tôt, peut-être qu'elle est son enfant jeune, et qu'elle aurait aimé pouvoir profiter de sa jeunesse comme elle veut que sa nièce profite de sa jeunesse. Complètement. Mais d'ailleurs, en parlant de la scène aussi où du coup il y a la tante et le père et les deux sœurs qui discutent, cette scène elle est aussi intéressante sur la place que prend la tante dans la discussion, et les sœurs qui toujours un peu qui disent tout sans rien dire en fait. Enfin, quand elles parlent, elles restent toujours à planer. On n'a pas d'explication. La tante elle cherche des explications, elle cherche quelque chose de plus logique. On lui dise soit c'est bien, soit c'est pas bien, et en fait à chaque fois on dit c'est que elle qui peut savoir et tout ça. Et dans ce truc-là, il y a un moment où tu as envie aussi qu'elle dise clairement ce qui va y arriver et un peu ce qui se passe et tout. À un moment, elle dit
dit vous êtes religieuse, Maïté? Ouais. Bah vous pouvez pas comprendre. Ouais. À ce c'est moment-là, vrai, il va un tout, peu hein. tout dire. Genre, Je pense que le meilleur dialogue, ça restera je prierai pour toi. Ouais. Ouais, c'est vrai, il y a- Ça, Oh, la réponse, elle est géniale. Drop the mic. Je vous ai entendu d'ailleurs en salle faire choqué du truc, mais effectivement. C'est la phrase de rupture. Et tu Ouais, disais non. toi tout à l'heure que tu estimais qu'il n'y avait pas beaucoup de mise en scène dans le film. Ah, moi j'ai un vrai problème là-dessus. En fait, j'ai l'impression qu'elle a des petites idées par-ci par-là. Par exemple, le film s'ouvre quand même sur. On voit les sœurs derrière les barreaux. Bon, on comprend très bien que c'est une secte qui emprisonne. Enfin, et ça, c'est une idée qui revient plusieurs fois parce qu'après, on voit Ainara qui les rejoint derrière les barreaux. Je me dis, ah ok, donc elle a essayé de manifester à travers l'image ça. Mais c'est tout. Alors, effectivement, il y a la scène de la prière où on voit le père en retrait et elle qui appelle son père. Mais je veux dire, à part ces deux moments-là, c'est quand même du chant contre chant, à plan moyen, étalonnage vraiment un peu terne. Un peu à l'image de son personnage qui était aiseux et qui ne dit rien, qui est très en retenue, donc on a une mise en scène en retenue, mais du coup, pas grand chose à mettre sous la dent. Ouais, c'est Visuellement, c'est pas un film qui est très beau, il n'y a pas un jeu de montage qui est très fort, alors que je pense qu'il y a eu plein de jeux d'images, de ce qu'on met en fond ou pas, de jeux de caméra, et je trouve qu'il n'y a rien. Mais c'est sûrement volontaire, mais moi, c'est un truc où. Moi, je regarde pas les films que pour les dialogues et pour les thématiques aussi, j'ai envie d'être Ouais, bien aussi, tu vois, Bien sûr, ouais. animé par l'image, et à l'image. Ça aurait pu mieux Je suis peut-être le servir. seul à ressentir ça, mais j'ai trouvé que c'était âpre. Vous avez senti ça Le- aussi, niveau Oui, mise en C'est scène? totalement mon avis aussi sur le film. Ouais. Genre, l'image, mais vraiment, bah, du coup, t'accroches pas forcément non plus au film, quoi. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je vis les films. Faut que mon œil soit attiré par quelque chose, par une construction, par quelque chose. Et du coup, là, il y a vraiment beaucoup de paroles, beaucoup de dialogues. Et moi, par contre, j'ai beaucoup ressenti les couleurs du film, je l'ai trouvé très bien. Et donc, tu vois, ça peut contrer, l'image, elle peut contrer à ça aussi. Et du coup, ça, je l'ai beaucoup ressenti. Ce qui est, ça passe beaucoup par des symboles. Là, tu parlais de comment la Vierge Marie tout à l'heure. Il y a aussi le truc avec le bandeau sur les yeux qui, pour moi, veut dire quelque chose. Et pour ce qui est du côté sectaire de la religion qui est présentée dans le film, il y a cette scène, c'est vers la fin, où elle est à genoux. Enfin, juste avant, on voit Maïté, et après, on voit Ainara. Ainara qui est à genoux et qui s'allonge comme ça et qui met ses bras. Enfin, j'ai pas compris, mais ça m'a fait trop peur. Genre, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qui se fait dans la. Je pense, ouais. Oui, dans le catholicisme. Pour les bonnes. Enfin, pour. C'est comme si tu t'en. C'est la dévotion totale, quoi, en fait. Bah, c'est ça, tu t'en mais- remets complètement. Ouais, et d'ailleurs, elle le dit, je m'abandonne à toi. Et vraiment, tu bah là, sais c'est lui qui pas, arrive physiquement, tu t'abandonnes complètement. Mais je suis d'accord qu'il y a des bonnes idées quand même, des fois. Je sais pas le souvenir de tous les plans, mais des fois il y avait des plans où on voyait un groupe de personnes ou un autre truc où il y avait des bonnes idées, mais en Non, vrai. mais c'est léger. C'est Ouais, trop c'est- léger, mais c'est ce que j'allais dire. Il y a des idées et en même temps, t'es en mode bah, c'est vrai qu'il y a des moments où si c'était en français, j'aurais pu fermer les yeux et comprendre le film une bonne partie du temps, quoi. Ouais. Et sur ce coup-là, des fois, ouais, les images étaient très marron, très pâles, très ternes, donc t'es un peu en mode bah, ça va pas. Il y a quand même des bons trucs dedans, mais j'avoue que l'image, des fois, ça devenait un peu lassant, toujours la même façon de voir la cuisine, des trucs comme ça, où du coup, des fois, je pense qu'il y a des scènes qui auraient pu avoir un plus gros impact en fonction de la façon dont elles étaient filmées, quoi. Ouais. Et même parfois, je trouve qu'il n'y a pas. Il pousse pas, justement, il pousse pas le truc jusqu'au bout, la scène avec la confrontation entre les. Comment elle s'appelle? Mère Isabelle Mère Isabelle, la tante et le père. La scène, elle commence où ils rentrent dans la pièce. T'as la caméra qui est derrière les barreaux. Et elle dit justement, oui, avant on allait derrière les barreaux, tout ça. Et je me suis dit, ah, trop bien, ils vont commencer à faire des plans et tout derrière les barreaux pour montrer la dualité, l'emprisonnement, tout ça. C'est pas utilisé. Pas du tout. Pas du tout. Et du coup, je me suis dit, ah, putain, c'est dommage, quoi. Mais pareil, ce dialogue-là, je suis désolé, c'est vraiment un plan sur Maïté et son frère, un plan sur les deux sœurs, et c'est tout. C'est tout, il n'y a que ça. Alors que même dans l'écriture de dialogue, t'as la solution pour que ta scène ne marche bien. Moi, je trouve qu'il y a quand même des fois des motifs qui reviennent, mais c'est des trucs qui sont. Le pendentif. Non, mais des fois, il y a des choses, tu vois, par exemple, quand elles vont au couvent la déposer pour la première semaine où elle y va, tu sais, ils prennent la voiture et t'as la voiture et en reflet, en fait, t'as un espèce de truc grillagé au-dessus de la route qui donne un reflet. Ok, c'est un peu, voilà. Mais t'as ça, et en fait, ils rentrent dans un tunnel et il y a tout un truc sur... ils sont laissés dans une pièce noire, là. C'est comme si c'était un espèce de purgatoire entre deux avant de pouvoir rentrer dans...
Ça, et je trouve qu'il y a quand même certaines scènes qui sait mettre en scène le dialogue et le chant contre chant. Type quand il y a le père, là, Père BG, parce que j'ai pas son nom. Père BG. Et voilà. Père Benoît Voisin. En fait, toute cette scène-là, elle est construite. Il y a tout un truc sur les amorces. Vous savez, c'est quand il y a quelqu'un qui s'interpose entre la caméra et la personne qui est filmée et qui, du coup, est dans un espèce de flou. Et en fait, dans cette scène, elle ne parle jamais, mais elle est tout le temps en amorce, le personnage principal. Donc il y a des petites choses qui, des fois, moi je me suis dit, c'est pas mal, mais par contre, il y a quand même une certaine forme de longueur et de lassitude sur les scènes dialoguées qui manquent de corps. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur... les acteurs sont très bons, je trouve, honnêtement. Enfin, je trouve que ça joue pas mal. Elle est très bien castée. Enfin, elle a vraiment le visage de l'emploi, hein, c'est fou. Hein, mais... Ouais. Mais du coup, si tu te dis, bon, tu peux pas nous faire reposer que sur du cast et que sur... les dialogues. Et je suis dessus. Et je pense que là, ça marche en vrai. Moi, ça m'a pas choqué la façon dont les dialogues sont filmés. En fait, un film... Quand t'es dans la conversation... Vas-y, finis. Hein, quand t'es dans la conversation, en fait, les dialogues comme ça, très très longs, ça peut être à double tranchant. Soit la conversation t'intéresse pas et du coup tu décroches, mais quand t'es dans la conversation, en vrai, on s'en fout de comment c'est filmé. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Et en vrai, je devrais ne pas être d'accord parce que justement, la technique pour moi c'est hyper important et tout, mais là, ça m'a pas. Mais je trouve que c'est un film, et un film il devrait tout porter sur son image, c'est pour ça que c'est un film. Pas que. Oui, mais il devrait y avoir une partie d'image importante. Un film, c'est des acteurs qui lisent un texte devant une caméra qui met en scène les acteurs qui lisent le texte. Donc en fait, si t'en as que 2 sur 3, bah t'as un truc qui manque. Je comprends. Enfin, moi je sais que quand je regarde un film, j'ai aussi envie d'être choquée à l'image et d'avoir un waouh. Bah oui. Sinon, ça sert à rien que ça soit au cinéma ou des trucs comme ça. Ou alors t'as un dispositif où tu te dis, ok, j'ai un film qui est très dialogué, bah c'est un film théâtre. Et du coup, je vais le mettre en scène comme si c'était une pièce de théâtre, on va rester sur un huis clos, on va s'amuser avec la caméra pour essayer. Et t'en fais quelque chose. De dire, j'ai un film qui n'est que dialogue. Pourquoi pas, hein? Sur Yannick. Oui, Yannick, oui. Par exemple, tu vois, même si Yannick, pour le coup, il y a des actions, il se passe des trucs. Mais bon, oui, là, c'est pas un film théâtre. Genre, c'est pas un texte que tu pourrais transformer en pièce de théâtre facilement, parce que ça implique quand même beaucoup de décors différents, parce que ça implique... Enfin, ça reprend pas les codes. Mais du coup, bah, c'est un entre-deux bizarre. Et en même temps, je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait des plans qui disent quelque chose, mais est-ce que tous les plans ont besoin de dire quelque chose? Non, mais... un dialogue... Mais oui, mais le chant contre chant, en fait, comment dire, c'est vraiment la base du langage cinématographique, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait mettre une personne qui parle ici, la personne en face, et si tu les superposes, on comprend qu'ils dialoguent. Très bien, mais en fait, ça on l'a découvert il y a 100 ans, il y a d'autres manières de filmer le dialogue. On a découvert qu'on peut... Non mais je demande pas à la cinéaste d'innover, c'est juste, sur 1h56 de film, t'as peut-être 1h40 de dialogue. Et sur les 1h40 de dialogue, à part la scène de la mort dont tu parles, qui est peut-être la seule et qui dure 5 minutes, le reste, c'est du chant contre chant. Et c'est à l'image de son personnage, en retenue, en retrait, tes yeux, machin. Et en fait, moi personnellement, j'ai un moment, T'as des cinéastes qui écrivent très bien le chant contre chant, dans le sens où en fait, le chant contre chant, c'est une figure de style de monteur. C'est-à-dire... c'est pas tant les valeurs de plan, etc., que en fait, quand est-ce que tu décides dans ton rythme de passer d'une image à une autre, et que des fois, je trouve qu'il y a des films qui sont très bien écrits, mais celui-ci, spécifiquement, ne travaille pas à mort la question du chant contre chant comme quelque chose de pertinent et de percutant. Typiquement, la scène dont je vous parlais du regard qui, moi, m'a marqué, c'est une scène où justement le montage il est malin, parce que c'est une des rares fois où on voit le visage de quelqu'un qui ne parle pas. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est ça le problème du chant contre chant aussi, c'est de donner la parole, de montrer que les gens qui parlent. Et c'est là où tu as un appauvrissement du montage. Alors que quand tu montres quelqu'un qui subit la parole, bah déjà ça raconte beaucoup plus de choses. Et ça, il n'y a pas. Ah oui, ok. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Alors là, mais d'ailleurs... Attends, il y avait juste notre team canapé qui... Moi, parce que j'y connais pas trop grand chose en technique, je ne parlais pas de la caméra, mais il y a 2 choses qui m'ont énervé, parce que dans un film, quand je regarde, c'est la colorimétrie et la musique. Et là, je trouvais que c'était morose et il n'y avait même pas de musique. Ah si, il y a la chanson de la chorale. À part des chants religieux, c'est le meilleur scène du film. je me souviens pas de... Il n'y a pas? Il n'y a rien en fait, à part des chants.
Donc en soi, à part le dialogue, et puis là tout ce que vous avez dit sur la caméra, ben, en soi il n'y a pas de technique, enfin j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de travail, parce que c'est très neutre. Alors je pense que si, je pense que l'étalonnage il est travaillé pour t'amener ce côté neutre que moi du coup j'aime pas, mais je pense que c'est travaillé. Parce que rendre un film neutre c'est pas si évident. Et je pense que ça se veut traduire un peu l'état du personnage qui subit, qui est pas pleine de vie, qui est pas pleine de couleurs, mais je suis d'accord avec toi, moi c'est un truc où, moi un film qui est gris comme la vie... mais c'est un peu la mode de la désaturation des couleurs. Ah ouais, mais c'est un truc sortir, Netflix. faut en sortir. Hein. Ouais, faut en sortir, je suis là. Ah ouais. Mais par contre, pour la musique, après le truc de silence, moi ça me choquait pas parce que du coup ça me mettait plus dans un peu la façon d'être du personnage principal, dans un peu aussi la religion, tous les moments de silence, j'aimais bien. Il y avait juste des moments où il y avait de la musique et d'un coup la musique se coupait comme ça. Ah ouais. Et là je faisais d'un coup il y avait la musique. Enfin, tu te réveillais, c'est ça que t'es en train de dire. Mais non, parce qu'en fait j'étais dedans et la musique se coupe tellement brutalement presque à un moment où... C'est vrai qu'il y a des effets de cut qui sont assez violents. Ouais. Mais volontairement. Oui, oui. Je pense, mais des fois j'aimais bien parce que je trouve que des fois ça fonctionnait bien un peu. Par exemple, à un moment ils sortent du truc religieux, ils vont dans la voiture et là ça se cut comme ça. Ouais. Et du coup d'un seul coup tu fais là c'est logique, ils partent et paf, il y a cette coupure. Et il y avait des moments où la musique se prolongeait bien et ça avait été un bon moment. Il y en a d'autres où il y avait des cuts comme ça où moi sur le moment ça m'a fait un peu un... Et tu l'as aussi dans la... Tu sais quand il chante la chanson Nick Cave là et que tu reviens dans sa chambre et qu'elle est toute seule là. Vous voyez ou pas? Et en fait ils sont deux, enfin il y a tout ce truc là. Et il y a des moments de musique qui se font bien, mais il y a des moments, il y a des cuts. Des fois je trouvais assez intelligent et il y a des moments où vraiment je suis en mode, oh là c'est presque un peu perturbant, c'est un peu sorti du film. C'est l'équivalent d'un clap. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le... Surtout quand ça commence par un bruit fort, du coup t'étais dedans et d'un coup tu sors parce que tu te sens un peu attaqué. Alors que des fois la scène après suit pas cette attaque, ça reste sur un moment très, très doux. Donc t'es un peu en mode pourquoi m'avoir un peu perturbé comme ça et après tout ça pour pas en faire grand chose alors que j'aime beaucoup des fois une musique qui se casse d'un coup avec un gros bruit, je trouve ça intéressant parce que sur le moment tu as un peu cette panique. Mais ouais, des fois les quêtes de musique c'était... Et d'ailleurs, pour ce qui est de la musique, vous voyez la toute première musique qui commence direct là. Une musique espagnole hyper commerciale. En reggaeton. Mais je l'ai pas compris. Je pensais qu'ils allaient la remettre à la nuit dans le générique de fin. C'est la seule musique avec un peu de... Mais parce que c'est ce qu'écoutent les jeunes quand elles boivent de l'alcool dans les soirées entre meufs. C'est les meufs qui sont au dortoir là en train de faire un jeu d'alcool. Non, c'est pas dans la scène ça, c'est dans les premières scènes, mais. Non, c'est la première scène. C'est la première scène. Le jeu de la bouteille là? Non, pas la bouteille, c'est tu sais. Chut, taisez-vous, il y a Et ça tape là. Ah oui, putain. Donc c'est la continuité de ce qu'écoutent ces meufs là en fait. Ok, d'accord, c'est pour ça. Parce que après, il n'y a plus de musique comme ça. Non. C'est que des musiques. Il y en a une qui le chante, mais. Ouais. Il y a une fille qui chante une musique comme ça. Ah ouais, Il y a un moment quand elles sont dans le bus au retour. En plus, les paroles elles sont très Ah, bien. ouais. Ah mais là, du coup, oui, je voulais dire autre chose. Et on parlait aussi du casting. Moi, pardon, mais encore une fois, le pétage de plomb de Maïté à la fin, je trouve que l'actrice, ça grince un peu, je trouve. Ouais, j'y crois pas trop. Tu parles de quel moment exactement? Bah déjà la scène du couloir, je trouve que l'actrice elle est pas je sais pas. Moi c'est vraiment la scène du couloir, je me suis dit ah mince, je trouve qu'elle joue plutôt bien jusque là. Et il y a un moment où c'est pas que ça sonne faux mais C'est trop brutal. Ouais, j'y crois pas. Ce qu'elle exprime, c'est juste que vu que c'est too much. Ouais. Et bah, du coup, mais l'actrice arrive pas à bien transparaître ça aussi, tu vois. Je sais pas, j'étais pas convaincu. En fait, moi, c'est plus le scénario qui m'a fait bloquer sur cette scène-là où je me attends, là, on passe d'un truc à l'autre. Mais en jeu, ça m'a pas choqué. Ce qu'il y a, c'est qu'elle redit des choses qu'elle a un peu dit ou insinuées précédemment, mais de façon. Elle était jusque-là très très calme. Et là, elle le dit, mais de façon. Enfin, toutes les émotions. Énervée, ouais. Mais pour moi, elle redit un peu la même chose. Ce qui est choquant avec cette scène, c'est que pendant tout le film, elle est dans la nuance, elle essaie quand même d'être gentille avec Ainaera. C'est bon pour moi. Ainaera. Décidément. Non, elle essaie quand même d'être gentille, en fait, elle essaie d'imposer son avis, c'est clair et net, mais en fait, elle est toujours dans la nuance, en fait, on la sent. Elle dit pas des trucs bêtes, en fait, jusque-là. Et là, c'est tellement radical que t'as l'impression de voir un autre personnage, en fait. C'est plus la personne que t'as connue pendant 1h40. Donc, Et puis il y a un switch que vraiment, en vrai, j'essaie de me mettre à sa place, que je comprends pas. Elle est très en colère contre son frère pour l'argent, et on comprend qu'on parle quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros. Enfin, elle s'est vraiment fait arnaquer de fou. Arnaquer de fou. Et en une phrase,
elle change de sujet pour parler de sa nièce, c'était là genre, en fait, je pense que ce sont deux engueulades distinctes que t'es en train de réunir en une, et en fait, genre, t'as pas fait une réponse sur l'argent là, en fait, pourquoi tu lâches ton frère sur l'argent pour d'un seul coup parler de la nièce, enfin, et ce truc là aussi de construction de scène de dialogue, j'étais un peu perdu en disant, mais attends, on abandonne déjà le fait que t'as perdu 150 000 balles à peu près, genre, enfin, alors ça va être un enjeu pour elle quoi, et je trouve qu'on passe un peu trop vite de l'un à l'autre, comme si la cinéaste nous disait, non mais en fait, l'argent, c'est pour montrer que le père c'est un mauvais père, mais en fait l'important c'est elle. Ouais. Et en fait, bah, ouais, mais dans ces cas-là, écris un peu plus, prends plus ton temps, élabore un peu plus la colère, fais en sorte que le personnage se développe, enfin, je sais pas. Moi, cette scène du couloir, pour moi, elle fonctionne pas trop. Après, des fois, les disputes sont incohérentes. C'est vrai. Mais ça aurait pu fonctionner si la narration elle est ailleurs que sur le dialogue. Je pense qu'on passe vite de l'argent à Inara parce que Maïté voit bien que c'est pas sur l'argent qui va les faire rester et que elle est obligée de changer de sujet et elle explose tout d'un coup. Ok. Je pense aussi avec son mari, Ainara qui part, l'argent, elle en peut plus et elle explose et je pense qu'elle argumente tout et... Ok. Et moi aussi je le vois comme ça, comme elle vide son sac quoi. Là il n'y a plus de retenue de rien, il y a tout ce qui est en elle sort en même temps de façon. Vous avez trouvé ça naturel comme manière de vider son sac? Moi ça me choque pas, je Ok. pense que je pourrais le faire. Je pense aussi. Tu reproches tout d'un coup à la personne parce que Ok. je sais pas, ça me choque pas. Mais Ok, je comprends ok. que Mais c'est vrai que dans la structure, effectivement, Oui, c'est pas monté tellement crescendo, c'est un petit peu comme tout à coup ça explose. Mais même moi, juste en soi, le dialogue à ce moment-là, son dialogue de colère, je trouve qu'il passe trop du tout au tout. Enfin, il n'y a pas un moment, genre une phrase de nuance ou un truc de nuance qui va faire que. Enfin, juste à un moment, elle change de sujet. C'est un peu étrange. Non, je suis d'accord. Mais sur une autre scène, parce que j'y pense comme ça, la scène où il y a le mari de la tante là, qui dit on a l'impression que là il est vraiment intéressé par la religion et la façon de voir la religion. Tout ça juste pour après dire un peu en mode faut qu'elle reste avec nous, la fait partir. Oh, cette scène là j'ai fait oh là Le chantage émotionnel de si tu pars ta grand-mère elle va mourir. Ah c'est horrible. Ah non mais c'est. Et puis si tu pars tu vas souper de tes sœurs. Et en même temps, c'était hyper intéressant parce que le début, tu y crois en mode il est vraiment un peu intéressé par ça et quelqu'un va l'écouter au travers de ce qu'il associe pour l'instant, la religion. Tout ça pour après faire ça. Et c'était un peu horrible et en même temps, je trouvais ça assez juste parce que c'est beaucoup ce qui arrive. Donner l'impression de vouloir écouter tout ça pour après dire bah non, en fait, t'as tort de vouloir faire ça. Quoi. Clairement. Elle prend bien. Pardon. Bah, encore une fois, elle est passive, elle manifeste pas le fait que ça l'agace. Je pense qu'on clôture peut-être. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire éventuellement sur le film? Parce qu'en fait, je vois l'heure passer et je me dis, il nous reste. Comment vous comprenez le titre du coup? Los Domingos. Les dimanches. Ouais, mais en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Parce que pour moi, c'est à la fois le jour. Non, mais j'avais capté que c'était par rapport au jour de la messe, mais tu vois, je veux dire, en dehors de ça, qu'est-ce que ça raconte comme titre? Je suis d'accord qu'en fait, le film, au niveau religion, pour moi, c'est qu'un outil qu'il prend, mais du coup, il a un truc super important, mais qu'il utilise comme un outil. Ce qu'il y a, c'est que la religion, c'est son échappatoire, et que le dimanche, c'est le moment où du coup, elle est le plus dans la religion. Ouais, c'est ça. C'est un peu ses moments de liberté. Ouais, c'est que le film ne montre pas ça. Oui, mais le film ne montre pas ça. Les dimanches, c'est aussi des fois des moments de réunion de famille. C'est On les voit chaque fois quand ils font leur repas en famille, je pense. Ouais, mais c'est pas dit. Oui, mais c'est pas dit. Bah, si c'était dit, ça serait chiant aussi. Bah, je suis pas Je sûr. suis d'accord, mais au moins ce serait logique. Tu mets un Il faudrait que ça soit peut-être mieux transmis. Non, mais tu mets un calendrier qui se balade à un Je pense que endroit. quand on dit Los Domingos en Espagne, c'est genre repas de famille, messe. C'est un peu le truc. C'est ce que je me dis. Il y a des trucs qui, à mon avis, dans le film, on a eu un petit i qu'on comprend pas forcément parce qu'on ne vit pas en Espagne. Et je pense qu'il y a des trucs, des biais culturels aussi qu'on n'a pas. Oui, c'est possible. Et ça, je pense, par exemple, des fois, des trucs que la tante aurait pu dire ou des trucs que les personnages vivent, on les a moins parce qu'on n'est pas en Espagne et qu'on n'a pas la... Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi une ironie par rapport à ce que tu disais que les dimanches en Espagne, c'est la messe et le repas de famille, donc c'est le truc qui unit les deux, les traditions de se retrouver en famille, les traditions de culte et tout, alors qu'on voit qu'une famille qui est désunie et en désaccord permanent, enfin, toi, il y a un truc de rapport au traditionnel qui induit le titre. Sur le papier, je suis d'accord. Mais c'est pas clair. Il faut le dire pour le capter parce que le film le manifeste pas tel quel. Ok. Bah, c'est un bon truc à dire à Clémence Dupac.
Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cette après-séance. N'oubliez pas de suivre les Pipelettes du Concorde et les Cinévores sur Instagram pour être au courant de toutes leurs actualités. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur les différentes plateformes de podcast. Comme ça, vous ne raterez aucun épisode.